Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre premier épisode de Trick Preview. Alors, qu'est-ce que c'est Trick Preview? C'est tout simplement notre nouveau format de preview de la saison qui arrive. On a un petit peu changé la forme de comment on va vous présenter la saison 2022. Cette année, on va faire des petites pastilles programme par programme. Voilà, comme ça au moins vous sélectionnerez ce que vous avez envie de manger, j'ai envie de dire, ce que vous avez envie d'écouter. Et puis voilà, ce sera un peu plus court forcément que les épisodes des saisons précédentes. Voilà, donc un nouveau format, on espère que ça vous plaira. Et pour commencer ces previews de l'année 2022, on commence avec peut-être le programme le plus emblématique du college football, j'ai nommé Notre-Dame. Et bien sûr, on se retrouve pour présenter la fac de l'Indiana avec notre Gus national. Salut Gus. Salut Baptiste, salut tout le monde. Alors, je te propose de faire un petit débrief de la saison 2021 rapidement. Donc, une saison qui avait fort mal commencé avec des défaites, non, des victoires un petit peu compliquées, mais un bilan globalement positif. 11 victoires, 2 défaites. Gus, t'en as pensé quoi de la saison 2021 de Notre-Dame? Ton lapsus est révélateur parce que c'était des victoires au goût de défaite. On a failli perdre face à Florida State et Toledo notamment avec une ligne offensive qu'on n'avait jamais vue dans l'histoire de Notre-Dame. Mais au final, de match en match, on s'est amélioré pour arriver sur un bilan de saison régulière de 11 victoires pour une défaite. La seule défaite fut face à Cincinnati. Cincinnati qui a quand même terminé en playoff, donc franchement, il n'y a rien de mal à perdre contre les Bearcats de cette année, qui était l'une des meilleures équipes du pays. Ce qui nous permet d'aller au Fiesta Bowl, un autre bowl majeur, face à ton équipe Baptiste Oklahoma State. Alors, avant de parler un petit peu du match et de voir son incidence, on va dire, sur l'intersaison et la saison 2022, il faut savoir que Notre-Dame, et c'est ce qui hante le programme et c'est ce qui est source de moquerie pour les fans de Notre-Dame, on est sur une série de 8 défaites consécutives en bowl majeur. La dernière fois qu'on a remporté un bowl majeur, c'était le Sugar Bowl face à Texas A&M en 1993. Ça commence à faire long et ce match s'est ajouté à cette bien triste série. On va revenir rapidement sur le Fiesta Bowl, donc un match un peu en deux parties, j'ai envie de dire. Une première mi-temps relativement dominée par Notre-Dame et notamment le tight end Michael Mayer dont on va parler un petit peu plus tard. Et une deuxième mi-temps plutôt carrément même pour les Cowboys et une victoire finale de 2 points de la part du programme de l'Oklahoma. Alors une défaite qui ternit un petit peu le bilan de la saison, mais c'est vrai que globalement c'est quand même une belle saison pour Notre-Dame qui était quand même une belle équipe. Il y a eu des belles victoires au Wisconsin, il y a eu une belle victoire contre USC, North Carolina aussi. Enfin bref, il y a eu quand même des très belles choses l'année dernière. Et ça, faut pas croire que la défaite contre Cincinnati, qui était une superbe équipe, et la défaite contre Oklahoma State en bowl, ternissent ce bilan-là. Voilà, c'est beaucoup d'équipes, beaucoup de programmes n'auraient pas refusé un bilan de 11-2. Il n'empêche que l'intersaison a été plus que mouvementée du côté de South Bend, avec bien évidemment le départ de Brian Kelly pour le LSU et l'arrivée de Marcus Freeman pour le remplacer. Enfin, l'arrivée, en tout cas le montage en grade, j'ai envie de dire, de Marcus Freeman qui était jusque-là défensif coordinateur. Alors Gus, toi, t'en as pensé quoi de ce changement-là, ce départ de Brian Kelly pour la Louisiane et Marcus Freeman qui arrive pour le remplacer? Alors déjà Baptiste, c'est l'information principale à retenir pour Notre-Dame. Brian Kelly, qui était là depuis 11 années, depuis 2011, a rejoint LSU. Alors on va quand même faire un petit tour de son bilan, parce que certes, j'ai un peu de haine envers lui, mais je dois reconnaître qu'il a remis, on va dire, Notre-Dame sur la scène nationale. Son bilan en 11 années, c'est 113 victoires, soit le plus grand total de l'histoire de la fac de Notre-Dame, devant des légendes que sont Ara Parseghian ou Knut Rockne ou encore Lou Holtz. Une finale nationale perdue en 2013 et 2 demi-finales de play-off aussi perdues en 2008 et 2020. C'est un très très bon bilan, mais je viens de vous citer 3 matchs, 3 défaites. Notre-Dame n'arrive pas à casser ce plafond de verre et c'est pour ça que Brian Kelly estime qu'il ne peut pas gagner de championnat national à Notre-Dame et ça explique son départ pour LSU.
Effectivement, on avait le sentiment, enfin, en tout cas dans les déclarations, grosso modo, son départ, ça voulait dire je n'arriverai pas à gagner un titre à Notre-Dame. Et donc, j'arriverai peut-être à en gagner un à LSU. Est-ce que c'était pour toi un aveu de faiblesse du programme de Notre-Dame? Un aveu de faiblesse, certes, je pense que ça en était un dans un premier temps. Mais de toute façon, c'était sous-jacent. On savait que Notre-Dame avait des problèmes de recrutement, ne recrutait pas au niveau de facs comme Alabama, Ohio State, pardon, Texas, etc. Mais justement, cet aveu d'impuissance a fait naître chez notre directeur athlétique, a fait naître chez les fans de Notre-Dame, justement ce besoin d'aller chercher un entraîneur qui était capable qui est capable en fait d'aller chercher ces facs-là, d'aller chercher ces gros programmes dont en fait le recrutement là-bas est exceptionnel pour gagner des matchs. Et du coup, comme tu l'as dit Baptiste juste avant, on a jeté notre dévolu sur Marcus Freeman, qui était jusque-là notre coordinateur défensif. Voilà, donc il a juste fait une année à Notre-Dame. Avant, c'était le coordinateur défensif de Cincinnati sous Luke Fickell. Il est hyper jeune, il a 36 ans, etc. Mais c'est surtout un recruteur élite. J'insiste bien sur le mot élite parce que c'est un terme qu'on retrouve souvent chez les Américains lorsqu'il s'agit de décrire une équipe, une escouade ou un entraîneur. C'est vraiment sa force. Et Marcus Freeman, en fait, il le dit clairement. On ne gagnera rien à Notre-Dame tant qu'on n'aura pas des classes de recrutement dignes des Alabama, des Ohio State, des Georgia. Ce qui me laisse dire que, en fait, cette nomination, elle marque un changement de philosophie, mais j'allais dire un changement de paradigme même dans l'histoire de Notre-Dame. Là où avant, on privilégiait d'abord des entraîneurs qui, au niveau du jeu, étaient reconnus, dont on était sûr de ce qu'ils produisaient, on a décidé de prendre un risque avec Marcus Freeman, qui a peu d'expérience en tant que head coach, mais qui est déjà un excellent recruteur. La classe, par exemple, de recrue 2023 le montre. On est en train de recruter des 5 étoiles ou des borderline 5 étoiles, chose qui arrivait très rarement sous Brian Kelly. Et c'est pour ça que je pense que cette nomination est bienvenue. Elle arrive à un point hyper important du college football avec l'introduction de la NIL, etc. Marcus Freeman est charismatique, il sait parler aux lycéens parce qu'il est jeune, il est conscient, il a conscience de leurs problèmes, etc. Et c'est pour ça que moi je suis hyper content. Tout à fait. Le timing est peut-être presque parfait dans le changement de coach pour Notre-Dame. On va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, les premiers signes au niveau du recrutement, ils sont quand même très, 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 très bons. On fera le débrief d'ici un an quand la classe 2023 sera signée. Mais c'est vrai que là, les premiers signes sont très, 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 très encourageants. Notre-Dame est sur, et je pense finira avec une classe de recrutement dans le top 5 du pays. En tout cas, tous les signaux sont verts. Donc maintenant, il faudra faire le nécessaire sur le terrain, puisque voilà, c'est un peu le mix des deux qui fait que les titres nationaux se gagnent. Sinon, au niveau des autres postes de coach, est-ce qu'il y a eu des petits changements, je suppose, un petit peu, Luce? Oui, il y en a eu. Alors déjà, on va parler juste de Tommy Rees, notre coordinateur offensif qui est resté et qui a décidé de ne pas rejoindre LSU malgré le pont d'or que Brian Kelly lui a proposé, et aussi à Marcus Freeman d'ailleurs. Les deux ont reçu une proposition apparemment d'après des rumeurs de plus de 2 millions de dollars, ce qui aurait fait d'eux les coordinateurs les mieux payés du pays. Pour pallier au manque d'expérience de Marcus Freeman, on est allé chercher un nouveau coordinateur défensif qui s'appelle Al Golden, qui était l'ancien coach et linebacker des Bengals et qui a notamment été le head coach de Miami au début de la décennie. Alors certes, résultat pas flamboyant, mais il sera très bien à côté de Marcus Freeman pour la gestion du match, qui était d'ailleurs l'un des gros points forts de Brian Kelly. Et surtout, c'est l'arrivée de coachs réputés pour leur qualité de recruteurs, comme notre coach et receveur Chancy Stuckey et surtout Al Washington, notre coach de la D-line, qui était auparavant à Ohio State, qui font déjà des miracles sur le terrain du recrutement. Mais j'aimerais juste, avant de passer à la saison 2022, Baptiste, parler de l'arrivée de notre coach de la O-line, Harry Easton, qui a formé des joueurs NFL comme Quentin Nelson, Ronnie Stanley, Zach Martin. Et je suis vraiment content parce que ça laisse présager de très très bonnes lignes offensives pour le futur. Effectivement, il y a pas mal de signaux favorables du côté de South Bend. On va faire un petit point sur la saison 2022 maintenant, mon petit Gus. Alors, quels sont les joueurs à suivre, le QB titulaire, les forces, les faiblesses du Fighting Irish? On va commencer par le poste le plus important, le quarterback. Ça sera Tyler Buckner. Tyler Buckner qui remplace donc Jack Cohn, parti à la draft NFL cette année aux Colts.
Il sera sophomore. Il a eu quelques ballons l'an dernier en tant que true freshman. Du coup, on savait déjà qu'on allait le faire starter lors de sa deuxième année. Donc de ce côté-là, c'est bien. Il emmagasine un petit peu d'expérience. Ses qualités, si je devais vous résumer en un mot, c'est qu'il est double menace. Euh, il a une vitesse qui est assez incroyable pour un quarterback. Donc de ce côté-là, je me fais vraiment pas trop de soucis. Maintenant, va falloir qu'il montre ce qu'il nous avait montré au lycée. Donc c'est sa capacité à balancer des bombes, à être très précis à la passe. Moi, je me fais un petit peu de soucis de ce côté-là parce que vous savez, il était en Californie, mais dans son district, c'est à côté de Los Angeles. Le Covid a empêché la tenue de la saison, de sa saison senior au lycée. Donc en fait, il n'a pas fait une saison complète depuis sa saison junior. Donc sa saison junior qui remonte à 2019, si je ne dis pas de bêtises. C'est pour ça qu'il y a quelques doutes sur Tyler Buchner à l'heure actuelle. Je pense que ça va le faire personnellement. Et voilà, ça reste un point d'interrogation à Notre-Dame. Au niveau des joueurs stars, je vais juste vous en citer deux, avec évidemment l'incontournable Michael Mayer, le tight end, qui est la star du programme, qui sera le go-to guy justement de Tyler Buchner cette année, sa soupape de sécurité. Lui, il est titulaire depuis sa saison true freshman. Hein. C'est le meilleur tight end du pays avec Brock Bowers, le tight end de Georgia, Baptiste. Et ses stats en 2021, 71 réceptions pour 840 yards et 7 touchdowns. C'était déjà la cible privilégiée de Jack Cohn. Ça risque d'être le cas aussi cette année. Malheureusement, le au niveau des postes de receveurs, c'est un petit peu léger du côté de Notre-Dame encore. Hein. Justement, c'est, on va dire, une conséquence logique. Si les tight ends marchent aussi bien à Notre-Dame, bon, déjà, parce que premièrement, il faut être positif, c'est parce qu'on les développe très très bien. Ce sont toujours des très bons bloqueurs. On a toujours sorti des très très bons tight ends. Mais ça vient du fait qu'on a une grosse faiblesse cette année. C'est notre escouade de receveurs qui manque de joueurs, des joueurs qu'on n'a pas su aller chercher sur le portail des transferts. Donc de ce côté-là, ça va être compliqué. Alors certes, ils sont talentueux, mais moi j'ai bien peur qu'avec les blessures, on arrive sur une escouade des receveurs trop légère pour la saison. Et de ce côté-là, ça me fait plutôt peur. La deuxième star de l'équipe, Baptiste, c'est le safety Brandon Joseph, qui a un transfert en fait de Northwestern. Northwestern qui est une excellente fac de l'Illinois, une des meilleures facs du pays, et ça explique pourquoi en fait il est arrivé à Notre-Dame, parce que c'est très dur d'arriver à Notre-Dame quand tu n'as pas ton diplôme. Le fait qu'il était à Northwestern a facilité les choses. Il a été consensus sur l'American là-bas lors de sa saison freshman, vous vous en souvenez tous, hein, je crois qu'il avait réalisé 12 interceptions, enfin bref, un bollock safety dans sa forme la plus pure. Il remplacera Kel Hamilton, un autre américain qui est parti chez les Ravens à la draft cette année. Vous l'avez donc compris, un quarterback qui a du mal, dont on ne sait pas plutôt, j'abuse un petit peu, dont on ne sait pas ce qu'il va donner, et des receveurs qui ont du mal. Les forces de Notre-Dame cette année seront d'abord le jeu au sol, grâce à une O-line qui sera exceptionnelle. Et là, je pèse vraiment mes mots. On a fait starter l'an dernier 2 true freshmen qui, en fin de saison, ont montré, mais sincèrement, je le dis sans être un homer, Baptiste, qui pourront prétendre au premier tour de la draft 2024 ou 2025. J'y crois vraiment. C'est une ligne offensive qui aura le potentiel pour remporter le Joe Moore Award, récompensant la meilleure ligne offensive du pays, et une room de running back complète et complémentaire avec, je vous cite les noms, Logan Diggs, Audric Estime et Chris Tyree. Je me fais pas du tout de soucis de ce côté-là pour qu'il remplace Kyron Williams, notre running back star, qui a fait 2 saisons consécutives à plus de 1000 yards, qui est parti chez les Rams de Los Angeles. La dernière force de l'équipe, et c'est pour ça qu'après Baptiste, on pourra se pencher un petit peu sur tout ce qui est pronostic et calendrier. La ligne défensive aussi augure une très très bonne saison parce que beaucoup de joueurs reviennent. Des joueurs qui ont eu beaucoup de statistiques l'an dernier, qui ont été beaucoup mis à contribution. Et je dois absolument vous parler de Isaiah Foskey, qui sort une saison à la Justin Tuck au début des années 2010 à Notre-Dame avec 10 sacs, 9,5 plaquages pour perte et 6 fumbles forcés. C'est des stats qu'on n'avait pas vus depuis Justin Tuck. Qu'on soit clair, c'est un premier tour en puissance pour 2023. Je vois mal ce qui pourrait l'empêcher de l'être. Ça sera la star de notre défense. Donc voilà, ce sont un petit peu les joueurs que je vous conseille de suivre. Tu sais, Gus, comme on dit, un def taxis et
Et une bonne ligne offensive à Notre-Dame, hein. Quand tu me dis que ça c'est des potentiels first round du Fighting Irish, ça m'étonne pas du tout. Donc voilà, du côté un peu des forces en présence du côté de l'équipe. Voilà, hâte quand même de voir tout ça pour la première année de Marcus Freeman. Alors, pas de bol pour lui, il a un calendrier quand même qui va être compliqué, voire difficile, et notamment une affiche absolument extraordinaire en week 0, en week 1, pardon, c'est le déplacement du côté de Columbus pour affronter les Buckeyes. C'est très clairement le match qui sera le plus compliqué pour Notre-Dame cette année. En dehors de ça, il y a les matchs de rivalité classiques contre Boston College, contre USC, contre Stanford, et un calendrier qui est avec pas mal d'équipes de l'ACC. Vous savez qu'il y a un contrat, hein, qui est entre Notre-Dame et la conférence pour jouer ces 5 matchs ou 6 matchs, je ne sais plus, chaque C'est année. entre 4 et 6 matchs. 4 et 6 Notre-Dame a matchs. la possibilité de changer selon les années. Et en plus de ça, on a des matchs plutôt sympas en plus, du type les Golden Bears de Californie en week 3. Et Ah, il est aussi, sexy celui-là, hein. il est quand même cool. Alors, on verra où en sont les Golden Bears et voir effectivement si la Fac Cal va réussir à monter un peu le creux de la vague. Mais il y en a un autre qui est quand même vraiment cool, c'est le match sur terrain neutre à Las Vegas contre BYU. Celui-là, il pue le trap game à plein nez, non? Alors déjà, c'est un magnifique match contre BYU. Ça pue le trap game. Je trouve que BYU, c'est une équipe complète. Ils ont Kalani Sitake, qui est peut-être l'un des meilleurs coachs du pays. Faut pas avoir peur de le dire. Maintenant, c'est grâce à ce genre d'équipe qu'on se fait, que Marcus Freeman va se faire et emmagasiner l'expérience. Brian Kelly nous avait habitués à ne jamais perdre ce genre de match face à des équipes sur le papier et selon les cotes des bookmakers inférieurs. Faut que Marcus Freeman continue à gagner ses matchs. Je ne tiendrai pas rigueur, comme tu l'as dit, Baptiste, de perdre un match face à Ohio State ou face à Clemson qu'on rencontrera aussi cette année à domicile. Mais BYU, c'est clairement le type de programme qui peut nous poser problème, mais dont on doit absolument remporter le match parce que c'est ce genre de match qui fait que tu peux être une équipe playoffable et une équipe qui sort du jeu des playoffs. Tout à fait, c'est les matchs que tu dois gagner si tu as des ambitions sur la fin d'année. Alors, pas forcément de titre national pour la première année, mais en tout cas un bowl du Nouvel An, enfin, une place dans le top 10, enfin, des choses comme ça. En dehors de ça, il y a quoi comme match qui te plaît bien en dehors de BYU qui est, Alors, c'est pas très intéressant à regarder, mais c'est le match face à Navy qui aura lieu au stade des Ravens. La triple option, c'est toujours un petit peu dur à regarder, mais voilà, c'est une rivalité, on va dire, amicale entre Navy et Notre-Dame. Et sinon, évidemment, tu as ce dernier match, Baptiste, face à USC au Coliseum de Los Angeles. Le USC mode Lincoln Riley, Caleb Williams. mode Il va être tampering, tu veux dire? Ça, c'est dans un autre épisode, Baptiste. Non, mais d'un côté, le fait que USC, on a l'impression que USC est en train de redevenir relevant. Et t'as quand même USC Notre-Dame, c'est une rivalité du college football, hein. Ça faisait du mal ces années de voir Notre-Dame écraser les Trojans tous les ans. USC nous écraser pendant la décennie 2000. En fait, j'ai l'impression que ces deux programmes n'ont jamais été à leur top niveau, à leur pic en même temps. Et 2005 avec le push-push, évidemment. voilà, où c'était un très gros match, mais c'est vrai que ces dernières années, c'était soit l'une des programmes très forts, et fait comme tu dis, soit l'autre, et il n'y a pas eu de match assez épique entre les deux programmes avec un gros, comment dire, avec un gros enjeu derrière, quoi. Surtout qu'en plus, là, ça sera le dernier match de la saison. Donc, peut-être que ce match décidera d'un avenir, décidera en fait d'une place en playoff pour l'une des deux équipes. On verra. C'est peut-être trop s'avancer. Parce que pour toi, c'est objectif playoff dès la première année de Marcus Freeman? Non, pas du tout. Et c'est pour ça que je voulais en venir ici. Du coup, que faut-il entendre de cette équipe de Notre-Dame la première saison et cette première saison de Marcus Freeman, playoff ou des objectifs un petit peu plus légers, on va dire? Ça serait totalement contre-productif d'avoir des attentes trop élevées cette année, parce que ça sera sa première saison en tant que head coach, mais ça ne veut pas dire que Notre-Dame doit se contenter de peu. Certes, viser les playoffs cette année,
ça en demande peut-être trop. Ça signifie que l'on devra perdre au plus un match, sachant qu'on affronte Clemson, USC, UNC, BYU et Ohio State. Ça me semble quand même très difficile à atteindre, mais c'est pas pour autant qu'on ne doit pas essayer de gagner tous ces matchs. Parce que l'effectif est hyper talentueux. Je vous ai fait les forces en présence. Nos deux lignes sont excellentes. On a Michael Mayer. Nos DB seront bons cette année. On a un quarterback qui a un upside hyper intéressant. Donc pour moi, il faut surtout pas se contenter de peu. Et il ne faut pas non plus espérer de Marcus Freeman qui nous amène en playoff dès la première année parce que déjà, ça serait complètement mettre de côté les autres équipes qui sont en liste pour, pour le titre national. Et puis, ce serait déjà lui brûler les ailes, quoi. Et c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire à un nouveau coach. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Baptiste? Et je te demanderai justement après ça de donner ton pronostic. Ah, c'est moi qui dois me mouiller en premier, c'est ça. Ouais, Euh, je suis un peu d'avis comme toi, c'est-à-dire qu'il faut avoir des ambitions parce que tu es Notre-Dame et que c'est ta place d'avoir des ambitions au college football. Mais attention quand même, vous perdez quand même du monde en attaque. Alors il y a Michael Mayer, comme tu dis, qui est quand même la soupape de sécurité. Je pense que le terme, il est il est tout à fait bien trouvé. Euh, quand un nouveau head coach débarque, il y a souvent beaucoup d'excitation. Attention à la gueule de bois post-défaite, ça peut arriver aussi. Donc voilà, donc moi je pense que un objectif de bowl de nouvel an et une saison à 10 victoires, ça me semblerait tout à fait envisageable et entendable. Si vous finissez avec 2 défaites contre, je sais pas, Clemson et les Buckeyes, bah voilà, ça serait une année, je pense, réussie pour une première année. Mais je vois très quand même, clairement, ouais. je vois le programme en laisser au moins une de plus en chemin. Moi, je vais dire voilà, un bilan de 9-3 avec une défaite contre les Buckeyes, une défaite contre Clemson, qui me semble sera encore un peu, qui risque de surprendre un peu du monde cette année, à mon avis. Et puis je vais en dire une dernière, peut-être pas contre BYU, mais peut-être contre North Carolina, surtout que c'est à Chapel Hill, donc voilà, je dirais un 9-3 en bilan de fin d'année et allez, un Music City Bowl, je crois que vous jouez de temps en temps quand vous n'êtes pas hyper haut classé, dans mes souvenirs. C'est exactement mon pronostic. Je pars aussi sur 9 victoires et 3 défaites. Ohio State et Clemson, j'ai vraiment du mal à voir comment on pourrait les battre à l'instant T. Rien ne nous dit que Tyler Buckner ne fera pas une saison exceptionnelle, mais la présomption pour l'instant, c'est de dire qu'il ne le sera pas. Donc on joue la sécurité, 3 défaites, Ohio State, Clemson, et je pars sur une défaite face à BYU à Las Vegas. Pour le compte des Shamrock Series, hein, vous savez, c'est la série annuelle que Notre-Dame joue à chaque fois dans des ballparks de MLB ou dans des stades NFL. Et petite question comme ça en plus, qu'est-ce qui va être le facteur X d'une saison réussie ou d'une saison ratée? Alors parce que concrètement, le- le- la limite entre une saison réussie et une saison ratée est souvent très fine en college football. Qu'est-ce qui pourrait faire basculer Notre-Dame entre un 10-2 et un, je sais pas, un 8-4 ou un 7-5? La réponse de la facilité, ça serait de dire le niveau de Tyler Buckner, mais je vais essayer d'aller un petit peu plus loin. Je pense que ça sera le coaching et la gestion des temps morts, la gestion de l'horloge. On ne sait pas ce que donne Marcus Freeman. On a vu que ça nous avait vraiment fait du mal, justement, cette gestion de l'horloge face à Oklahoma State. Baptiste était témoin. En fait, cette seconde mi-temps face à Oklahoma State, a été un petit peu à l'image de l'inexpérience de Marcus Freeman. Et je pense que cette année, cette clé, ce qui peut nous faire gagner comme perdre des matchs, c'est cette gestion de l'horloge. Donc voilà, à Marcus Freeman de progresser sur ce niveau-là, à ce niveau-là, d'être bien accompagné par les coachs qu'il a fait venir à South Bend. Et je pense que on lâchera pas des matchs à la con face à Boston College ou face à UNC, Baptiste, comme tu viens de nous prévoir une défaite. Eh ben c'est noté. On est tous les deux d'accord. Une saison à 9-3 pour Marcus Freeman sa première année et des lendemains qui chantent du côté de l'Indiana. Eh ben merci Gus pour ta présence. Et puis nous on se retrouve bientôt pour une autre pastille de TTP. À plus tard. Salut à tous!